Un bateau rapide civil américain a pénétré illégalement dans les eaux cubaines. Après une attaque de la garde côtière, 4 passagers américains ont été tués lors de cet incident inédit. Alors qu'une tension croissante règne déjà entre les États-Unis et Cuba, un tel incident ne fait qu'aggraver la situation. On s'attend à ce que les tensions entre les deux pays s'intensifient davantage. Aujourd'hui, nous allons examiner cette affaire de plus près. Regardons cela tout de suite. Mais avant cela, voyons ce que les autres en pensent. Pour ceux qui souhaitent suivre l'actualité internationale plus rapidement, n'hésitez pas à vous abonner à Sensor Studio. Selon le Wall Street Journal, le 25 février, une fusillade a eu lieu entre un bateau rapide civil immatriculé en Floride et les gardes-côtes cubains, après que le bateau ait pénétré dans les eaux territoriales cubaines. Le bateau était à 16 km des côtes cubaines. L'attaque aurait commencé par le bateau rapide civil américain. Les gardes-frontières cubains se sont approchés pour identifier l'intrus dans leurs eaux, mais le bateau américain a soudainement ouvert le feu sur eux. En réponse, les gardes-côtes cubains ont riposté, ce qui a entraîné un affrontement en mer. Suite à cela, 4 personnes à bord du bateau rapide civil américain ont été tuées par les gardes-côtes cubains. Un commandant des gardes-côtes cubains présent sur les lieux, et 6 personnes à bord du bateau rapide civil américain ont été blessées et ont été rapidement transportées à l'hôpital pour y recevoir des soins. On ignore toujours pourquoi ce bateau rapide civil américain est entré dans les eaux cubaines. Le ministère de l'Intérieur cubain a expliqué que ce bateau rapide portait le numéro d'immatriculation FL7726SH de l'État de Floride, aux États-Unis. Il s'agit bien d'un bateau américain, mais la nationalité et l'identité des personnes à bord n'ont pas encore été révélées. C'est pourquoi de nombreuses rumeurs circulent actuellement. Certaines rumeurs disent que les États-Unis auraient mené une opération militaire pour attaquer Cuba, tandis que d'autres affirment qu'il s'agirait de Cubains tentant de s'échapper et qui auraient été découverts par les gardes-frontières cubains. Rien n'a encore été clairement révélé. Le ministre des Affaires étrangères, Rubio, a précisé qu'il ne s'agissait ni d'une opération militaire ni d'une implication américaine. Il s'agirait probablement d'une tentative d'entrée illégale de Cubains aux États-Unis, ou d'une opération de contrebande, selon l'Associated Press. En fait, en 2022, 13 navires civils américains, liés à l'immigration clandestine, ont également été saisis. D'ailleurs, d'après les statistiques fédérales américaines, près d'1 million de Cubains ont émigré aux États-Unis ces 6 dernières années. On crédite donc l'idée que l'affrontement sur ce navire rapide soit lié à l'immigration clandestine. Mais les États-Unis ne semblent pas croire la déclaration de Cuba. Actuellement, le secrétaire d'État Rubio assiste au sommet de la communauté des Caraïbes. Mais ici, le secrétaire d'État Rubio a déclaré que nous ne jugerons pas sur la base des annonces de la partie cubaine et que nous vérifierons les informations de manière indépendante pour tirer nos propres conclusions. Il a également expliqué qu'un tel affrontement est un événement très inhabituel. De plus, James Othmeyer, procureur général de Floride, a affirmé sur X qu'on ne peut pas faire confiance au gouvernement cubain et qu'il ferait tout pour demander des comptes à ces communistes. Il a ordonné au parquet d'ouvrir une enquête séparée avec les forces fédérales et d'autres États. Le problème, c'est le moment. La tension entre les États-Unis et Cuba est actuellement au plus haut. L'extradition de Nicolás Maduro, président du Venezuela, par les États-Unis a fortement ébranlé la situation en Amérique latine, et cette onde de choc s'est immédiatement dirigée vers la Havane. Cuba est proche de l'état d'urgence national. Un sentiment de crise semblable à la guerre s'est installé, et la survie du régime est en jeu. Pour Cuba, le Venezuela était un allié diplomatique, et surtout un pilier énergétique vital. Ce lien s'est construit progressivement. Depuis l'arrivée de Hugo Chavez, les deux pays ont bâti une coopération stratégique basée sur la solidarité idéologique. Le Venezuela a utilisé sa forte production pétrolière pour fournir du pétrole à Cuba, à des prix bien inférieurs au marché, résultat d'une alliance politique basée sur la confiance, et non d'une logique marchande. À Cuba, où la situation énergétique est instable et l'approvisionnement en carburant toujours tendu, le pétrole était une ressource vitale, comparable au sang qui permet au pays de fonctionner. La moindre perturbation de l'approvisionnement pouvait donc entraîner de graves dysfonctionnements dans la gestion de l'État. Les chiffres de 2025 rendent cette dépendance plus évidente. Le Venezuela envoyait en moyenne environ 26 500 barils de pétrole brut par jour à Cuba. Et si l'on considère que la consommation quotidienne totale de Cuba était d'environ 79 500 barils, cela signifie qu'un tiers de cette consommation était assuré par un seul pays. Si cette quantité venait à être interrompue, Cuba serait inévitablement confronté à un choc énergétique immédiat. En réalité, ces dernières années, lorsque les installations de production d'électricité sont devenues instables, des coupures de courant à l'échelle nationale se sont produites en chaîne, et le mécontentement des citoyens s'est rapidement propagé. La question énergétique est liée à l'opinion publique et à la stabilité du régime. Fait intéressant, cette coopération n'était pas unilatérale. Cuba a envoyé des milliers de professionnels de santé au Venezuela, renforçant le système public et aidant le gouvernement à obtenir un large soutien social. Parallèlement,
Des anciens membres des services de renseignement et des experts en sécurité ont été déployés pour renforcer le système de protection du régime. Des méthodes de contrôle interne de l'armée, des structures de gestion de l'information et des stratégies de réponse aux manifestations, ainsi que divers savoir-faire en matière de gouvernance, ont été partagés. Cela est considéré comme l'un des facteurs ayant permis au régime de Maduro de rester longtemps au pouvoir. Aujourd'hui, sous la pression des États-Unis, le régime s'est effondré. Ainsi, les deux pays avaient bâti une structure compensant mutuellement leurs faiblesses. Le Venezuela a maintenu sa stabilité politique grâce au pétrole, fournissant à Cuba l'énergie nécessaire à son État. Quand ce lien s'est brisé, l'équilibre a disparu. Lorsque le soutien du Venezuela s'est affaibli, Cuba s'est retrouvé dans une situation où il lui était difficile de trouver une alternative. Dans une réalité marquée par les sanctions internationales et le manque de devises étrangères, il est devenu extrêmement difficile de sécuriser de nouvelles sources d'approvisionnement de manière stable. L'isolement diplomatique de Cuba semble également s'accélérer. Le secrétaire d'État américain Rubio a affirmé que le régime cubain était proche de l'effondrement et appelait à des réformes audacieuses pour donner au peuple cubain une liberté économique et, à terme, politique. Le président Trump a aussi menacé d'augmenter les droits de douane et de faire pression sur les fournisseurs de pétrole à Cuba, annonçant un isolement diplomatique accru de l'île. Cependant, le Canada, le Mexique et la Russie soutiennent Cuba pour des raisons humanitaires. Il faudra donc suivre l'évolution de la situation. La situation à Cuba empire sans cesse. On peut dire sans exagérer que la Havane est aujourd'hui littéralement couverte d'ordures. À cause du blocus énergétique américain, l'essence manque et les camions poubelles ne fonctionnent plus. Cuba a lancé l'application Ticket pour rationner le carburant. Mais les files d'attente comptent des milliers de personnes et l'approvisionnement quotidien ne couvre que quelques dizaines de véhicules, faute de carburant. Une pénurie de carburant touche les avions, poussant de nombreuses compagnies aériennes à annuler tous leurs vols vers Cuba, faute de pouvoir se ravitailler. Récemment, pour la première fois en 10 ans, Cuba n'a importé aucun pétrole. Le tourisme, principale source de devises, chute à cause de la suspension des vols et du manque de carburant. Il y a aussi une pénurie d'eau potable, d'électricité et des services médicaux limités. En somme, le pays est au bord de l'effondrement. Dans cette situation, un navire civil américain rapide a été attaqué, la faute revenant clairement au navire américain qui avait franchi les eaux territoriales cubaines. Les États-Unis pourraient utiliser cette raison pour renforcer le blocus contre Cuba. Si des victimes américaines sont confirmées, Washington envisagerait plusieurs options de riposte. La première mesure qui pourrait être évoquée est le renforcement du contrôle maritime. Cela consisterait à augmenter considérablement les patrouilles de la marine américaine et de la garde côtière dans les eaux internationales proches de Cuba, ainsi qu'à intensifier les inspections et les fouilles des navires suspects. Cela permettrait d'exercer une pression supplémentaire sur Cuba. Si la situation s'aggrave davantage, des mesures de blocus maritime limitées pourraient également être envisagées. Des moyens indirects pourraient également être utilisés, tels que le retardement du dédouanement des navires transportant du carburant ou des marchandises à destination de Cuba, la limitation des assurances ou le contrôle de l'accès aux ports. Dans ce cas, les coûts logistiques de Cuba augmenteraient fortement, et la situation des devises étrangères deviendrait encore plus tendue. Vient ensuite la pression financière. Les États-Unis ont déjà des sanctions strictes, mais des mesures supplémentaires pourraient élargir le gel des avoirs des dirigeants cubains, de l'armée et des services de renseignement. L'extension des sanctions secondaires aux banques et entreprises étrangères rendrait le commerce avec Cuba encore plus risqué. En particulier, si la portée des sanctions est élargie aux sociétés de courtage impliquées dans les transactions énergétiques ou aux compagnies d'assurance maritime, il deviendra encore plus difficile pour Cuba de se procurer du pétrole brut. De plus, il pourrait jouer la carte de la pression politique. Si les États-Unis soutiennent publiquement une organisation de type gouvernement en exil, centrée sur les dissidents cubains à l'étranger, cela aurait un impact symbolique considérable. Même sans aller jusqu'à une reconnaissance officielle, le simple fait d'accorder une légitimité politique représenterait un lourd fardeau pour la Havane. En même temps, il serait possible de mettre en avant la question des droits de l'homme à Cuba sur la scène internationale et d'accentuer son isolement diplomatique. Le problème, c'est que ces options sont étroitement liées. Si on exerce une telle pression sur Cuba, il y a de fortes chances que le nombre de réfugiés cubains augmente considérablement. Dans ce cas, ces réfugiés se dirigeraient principalement vers les États-Unis, ce qui pourrait finalement nuire aux intérêts américains. C'est pourquoi les États-Unis doivent permettre à Cuba de maintenir son statu quo tout en renforçant la pression sur le pays. En réalité, il pourrait exercer une pression militaire, mais comme toute l'attention est actuellement portée sur l'Iran, il semble difficile d'appliquer une pression militaire sur Cuba pour le moment. Même sans pression militaire sur Cuba, le pays s'effondrera de lui-même. Il n'est donc pas nécessaire d'en appliquer.